Et bienvenue dans ce 5e numéro de la saison 2 de Space Hack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Ce soir, un numéro un peu particulier parce qu'il n'y a pas eu de match de Ligue 1, trêve internationale oblige, mais on va en profiter pour faire un petit bilan des débuts du hack en Ligue 1 et revenir sur des sujets marquants de cette rentrée. Tout ça, nous le ferons avec vous et avec deux invités de choix que nous vous présenterons juste après le traditionnel tour de table. Il y a Greg qui cherche de l'aide pour se connecter, les amis. Si quelqu'un peut essayer de le contacter, je viens de voir passer un message, mais si je me connecte, ça va planter le space. Essayer de lui venir en aide. J'enchaîne et essayer de le faire rentrer. Il n'arrête plus de se rendre au Havre pour y rencontrer ses fans et signer des autographes. Bientôt, je vais devoir m'adresser à sa secrétaire pour pouvoir organiser les spaces. J'ai nommé Guillaume, notre vice-capitaine. Salut Guillaume. Tu parles, la seule fois où j'ai sorti le stylo Havre, c'est pour compter les points au sutum avec madame. Donc, il n'est pas venu le temps des autographes comme CSC, ça c'est sûr. Contrairement à Daniel Riolo qui bosse comme un amateur sur une radio nationale, lui il travaille d'arrache-pied pour préparer Space Hack à mes côtés. Romain est aux commandes ce soir. Salut Romain. Salut à tous, merci. Contrairement à Daniel Riolo, il bosse ses stats comme un pro. Il nous fait le plaisir de les partager avec nous. JC est avec nous ce soir. Salut bonsoir JC. Team. Salut. Bonsoir à tous. Contrairement à Daniel Riolo, il connaît d'autres joueurs que ceux du PSG ou de l'OM et nous en parle avec amour dans notre space amateur. Clément est avec nous ce soir. Eh bien, bonsoir à tous. Contrairement à Daniel Riolo, il prépare les spaces pour vous divertir lors de son quiz et non pour flatter son ego. C'est à nos côtés ce soir. Salut CC. Salut tout le monde. Et contrairement à Daniel Riolo, il aime le foot, y compris le foot amateur, en allant voir d'autres matchs que ceux de la Ligue 1. Vivien est avec nous ce soir. Salut Vivien. Salut à tous. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au space. Alors vous l'aurez compris, je n'ai pas digéré le tweet de Riolo traitant d'amateurs toutes les personnes qui travaillent pour des radios locales et c'est un doux hasard si nous recevons ce soir deux très grands professionnels de la maison France Bleu. En effet, pour faire ce premier bilan du hack en Ligue 1, après ces 4 premiers matchs et un petit mois de compétition, nous sommes accompagnés non pas par un, mais deux invités. Normalement, pour l'instant, il y en a un. Nous aborderons avec eux leur actualité, leur émission autour du hack et du sport normand. Ils sont tous les deux collègues sur France Bleu Normandie et ont également la chance de côtoyer le champion du monde des quiz de CSC, François Manoury. Nous recevrons ce soir dans Space Hack Théophile Pedrola et Greg Godefroy quand il sera rentré. Quelqu'un arrive à lui donner de l'aide, pardon, enfin voilà, à le contacter. Il a écrit où le message d'aide? Peut-être sur mon compte perso en plus, donc faut essayer de le voir. Ça va être compliqué. Ouais, puis je peux pas basculer du tout, hein, les amis. Bonsoir Théophile, bienvenue dans Space Hack. Salut tout le monde, salut. Je vais envoyer un petit SMS à Greg histoire de voir s'il peut essayer de nous rejoindre rapidement. Je vais voir, je suis en train de le faire en même temps. Mais salut tout le monde. C'est gentil, merci. Salut. Alors on a pour habitude de demander à nos invités de se présenter un peu, de présenter ton parcours, ton histoire avec les Ciels et Marines. J'allais dire qui veut commencer, mais Théophile, à toi l'honneur. Allez, je vais prendre les devants de Greg, il m'en voudra pas trop. Salut tout le monde, donc je bosse à la radio France Bleu depuis 1 an en continu et depuis 3-4 ans en collaboration régulière avec eux. Si vous écoutez un peu France Bleu, les fois où je suis avec François, on commande des matchs ou quoi, vous l'avez peut-être compris, je suis pas havrais de naissance ni normand de naissance ou quoi, mais j'apprends à découvrir, on va dire. Je vais peut-être pas trahir de secret en disant que j'ai un tropisme lyonnais, mais ça c'est parce que je suis jeune et que j'ai grandi à un moment où l'Olympique Lyonnais était encore une équipe de football professionnelle. Et maintenant, donc, je suis arrivé en Normandie pour le travail et j'apprends à découvrir les nombreux clubs qu'elle propose, cette région. Et forcément, quand on arrive il y a 1 an et qu'on tombe sur une équipe comme celle de Luca Elsner, on est content d'être là et de bosser avec cette matière-là, quoi. Et donc, voilà, c'est un plaisir de découvrir ce club. Moi, c'est surtout du coup professionnel. Et quand je vois ce qui est proposé en ce moment, ça le fait aussi avec d'autres personnes que je côtoie, mais qui eux ne sont pas du tout havrais ou plutôt parisiens, disent que voilà, ça fait plaisir de suivre cette équipe. Et il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Donc, je suis très content de le faire.
Merci Théophile. Mesdames, messieurs, Greg Godefroy est avec nous. Bonsoir Greg. Alors maintenant, il faut allumer le micro. En bas à gauche, tu cliques sur micro. Ah, ça y est, c'est Salut, bon là. Greg. Ouais, nickel. Ouais, Ah, cool. impeccable. Ça va. Excusez-moi, je suis vieux, je découvre un petit peu la magie d'Internet. C'est François qui t'a formé, non? Oui, c'est pour ça. Il est pas là, on n'est pas gentil, il est pas là en plus, il peut pas entendre. Bonsoir Greg, donc on a fait notre petite intro et Théophile, Théophile nous présentait un peu son parcours et son histoire avec les ciels et marines. Est-ce que tu peux faire de même pour nous? Bah moi j'ai grandi à Saint-Valery-en-Caux, donc je suis normand pure souche et le hack, bah, c'est tout simplement mes premiers souvenirs de match au stade, tout simplement à Deschazos à l'époque, où j'y allais avec mon père, où j'y allais ensuite avec mon collège, puisqu'à Saint-Valery c'était un collège foot études, donc on avait régulièrement des sorties dans l'année pour aller voir des matchs du hack. Donc, et puis avec mon père, j'essayais toujours d'aller voir des Le Hack Lens ou des Le Hack Monaco. C'était les matchs qu'on aimait bien aller voir. Donc voilà, ouais, des chazos depuis tout petit et le hack depuis tout petit, quoi, tout simplement. Hein. Et aujourd'hui, donc tu travailles sur France Bleu Normandie, pas que? Ouais, voilà. Alors aujourd'hui, avec Théophile, on bosse sur France Bleu Normandie. Donc moi, je fais la chronique 100% foot. C'est du mardi au vendredi pour moi à 18h15, puisque le lundi, c'est François. Et voilà, ça fait troisième ou quatrième saison maintenant qu'on fait ça avec France Bleu. Et puis après, moi, de base, de toute façon, je suis animateur radio, donc je suis passé par pas mal de radios. Ça fait 15 ans que j'en fais maintenant. Et cette année, comme l'année dernière, je suis plutôt joker sur France Bleu, donc à Paris, sur l'antenne nationale, et puis également à Fun Radio aussi. Théophile, depuis cette saison, on peut te retrouver donc tous les lundis soirs à 18h30 sur France Bleu Normandie dans l'émission Bienvenue au club. Est-ce que tu peux nous parler du format et du contenu de cette émission? Incroyable, super promo, c'est gentil. Oui, tous les lundis, 18h30, 19h, on fait ça avec Sylvain Geffroy, donc qui est aussi dans le 100% avec Greg. On fait une demi-heure qu'on essaye de faire le plus teinté de ciel et marine possible, parce que bien sûr, bah, c'est encore plus cette saison notre club phare. Du coup, on a donc une dizaine de minutes, un gros quart d'heure de débrief de la rencontre précédente. Donc on est avec François Manoury qui bien sûr lui suit chaque semaine domicile extérieur le hack partout donc on débrief avec lui. On invite les supporters à venir nous parler. D'ailleurs j'en profite. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous brancher le lundi 18h30 sur France Bleu Normandie parce que c'est toujours un plaisir d'entendre les auditeurs dans cette émission. Elle a été pensée et faite comme ça. Et d'ailleurs, il y a souvent des petits cadeaux à y gagner. Voilà, je pose ça comme ça, n'hésitez pas. On fait 10 minutes de débrief, une dizaine de minutes avec un invité. On va essayer le plus souvent possible d'avoir quelqu'un du hack. On a eu Jean-Michel Roussier pour la deuxième. On devait avoir Luca Elsner sur la première. Il y a eu un petit empêchement, mais on va le faire dans la saison. On veut faire le plus souvent possible un invité qui a rapport avec le hack. Et après une dizaine de minutes où on parle des autres clubs, des autres actualités, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Mais voilà, l'idée, c'était de faire une émission qui soit centrée sur les ciels et marines. On l'a fait ce soir avec François. On a débriefé les 4 premiers matchs et on a parlé un peu de la rencontre prochaine à Lyon. Donc voilà, ça c'est une nouveauté de cette année parce qu'on voulait faire gros sur le hack, plus que l'année dernière, qu'on continue de suivre et qu'on continuera de suivre quoi qu'il arrive. Et ça fait plaisir à tous les passionnés ciel et marine que nous sommes. De ton côté, Greg, donc tu l'as dit tout à l'heure, on te retrouve dans 100% foot du mardi au vendredi, donc aussi bien évidemment sur France Bleu Normandie. Ouais. Même question, peux-tu nous expliquer ce que nous retrouvons dans 100% foot? 100% foot, en fait, c'est une chronique où je m'amuse tout simplement. Alors, avec Pierre et Bill, qui sont le directeur et le responsable des programmes de France Bleu Normandie, on a essayé de faire une chronique un peu sympa avec, parce qu'en fait, Pierre, le directeur de France Bleu Normandie, m'a repéré entre guillemets sur les réseaux parce que je suis normand et que je suis fier de le dire sur les réseaux. Et que j'avais une chronique sur Move à l'époque où je suis resté pendant 10 ans qui s'appelait La Frappe, où c'était un peu une chronique en mode décalé tous les jours sur les réseaux sociaux. Et il a trouvé ça sympa. Et il s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un truc comme ça sur le hack et le football normand en général. Et comme l'idée m'a beaucoup plu, c'est comme ça que c'est arrivé comme ça. Donc en fait, c'est eu un débrief où je m'amuse un petit peu en mettant des sons. J'essaye de rendre le truc un peu rigolo et accessible aussi à tous. Parce que c'est vrai que sur France Bleu Normandie, forcément, on s'adresse aux fans du hack, mais on s'adresse aussi à ceux qui suivent pas du tout le hack et
histoire de leur donner aussi un petit peu envie de suivre et de rigoler un petit peu avec moi. Donc voilà, c'est des débriefs de match. Alors pas comme le fait François, en tout cas je crois pas. Il y a aussi une parole de Normand où c'est une personnalité du foot normand qui nous raconte son meilleur souvenir de foot en Normandie. J'essaye beaucoup aussi, je l'ai fait l'année dernière, je vais le refaire cette année. J'essaye de faire aussi beaucoup des focus sur les clubs amateurs aussi, que ce soit quand il y a la Coupe de France, voilà, quand il y a les petits poussés normands, quand il y a des portraits un peu sympas à faire. Enfin voilà, j'hésite pas à le faire et j'ai la liberté avec France Bleu de pouvoir le faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis j'essaye aussi des fois de faire des focus sur les filles du hack, enfin voilà, sur d'autres choses que l'équipe première du hack qui évidemment est ma matière principale pour mes chroniques, mais j'essaye toujours de pouvoir ouvrir un petit peu le champ des possibles, quoi. Donc ça y est, messieurs, le hack est dans la cour des grands, hein, et vu votre jeune âge, hein, j'imagine que c'est la première fois que vous couvrez l'actualité du club doyen en Ligue 1. Qu'est-ce que ça change la Ligue 1? Celui qui veut me répondre, et puis on écoutera le deuxième ensuite. Vas-y Théophile, t'es plus intelligent. Toujours été menteur. Il me jette dans la fosse au lion, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça change le hack en Ligue 1? Bah déjà, la tribune de presse, elle est un peu plus remplie. Ça, on va pas se mentir. Parfois, alors, je suis pas à Océane à chaque match, mais enfin, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de monde en plus qui vient. On t'en parle plus aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui suivent le foot. Pas forcément le hack en particulier, mais en fait qui maintenant me parle de cette équipe, quoi. Parce que ça y est, enfin, il y a des articles dans l'équipe, ça dépasse la presse régionale, même si bravo Paris Normandie de suivre le hack et aux médias locaux. On n'est pas comme Daniel Riolo ici, mais voilà, ça dépasse les frontières régionales et on me demande ce que je pense, voilà, de Mathieu Bonnemer, du travail de Luca Elsner. Enfin, c'est des choses dont je pensais pas forcément que ça arriverait, quoi, qu'on me demande des choses sur le hack qui au début étaient voilà un petit peu pas dans l'anonymat, mais enfin on sait que la Ligue 2 est quand même beaucoup moins suivie au niveau national, donc déjà voilà, ça change pas mal. Puis on voit aussi que le club se professionnalise, enfin, ça se voit, et rien que de les côtoyer, il y a ne serait-ce que les services communication, par exemple, on traite beaucoup avec eux, il y a plus de monde, on a vu des têtes qui ont apparu, c'est assez intéressant de voir cette mutation du club qui, voilà, d'abord était jouer le milieu de tableau de Ligue 2, en tout cas c'est ce qu'on nous disait en début de saison dernière, et là, avoir autant de monde qui travaille aussi bien, enfin, non, c'est une mutation qui est très intéressante à observer. C'est un peu plus difficile de travailler quand les têtes changent, mais c'est intéressant à observer. Alors Greg, du coup, il a tout dit, il est trop bon, ou est-ce que tu veux compléter? Alors déjà, sachez que Devas Théophile Pedrola est beaucoup trop bon. Non mais comme il dit, et puis surtout on se tape plus des matchs contre Niort et contre Pau, quoi. Enfin il y a ça aussi, avec tout le respect que j'ai pour Niort et pour Pau, mais enfin voilà, là au moins on a des matchs qui vont être intéressants, qui sont intéressants. On l'a vu déjà en début de saison avec des matchs. Enfin, c'est quand même incroyable les matchs qu'on a eu contre Rennes, contre Lorient. Enfin voilà, en 4 matchs on a quand même eu déjà des matchs hyper intéressants dans le jeu, et enfin on sent que le hack a élevé son niveau de jeu. Et il y a plus de monde dans le stade. Alors après, il y a toujours le débat de oui, voilà, on vous a pas vu quand on était en Ligue 2. Et puis là, avec les matchs contre Marseille, contre Paris, il va y avoir plein de monde au stade. Et voilà, moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Moi, je dis, tant qu'il y a des gens au stade, tant qu'il y a des gens pour venir soutenir le hack, tant mieux. Et comme l'a dit Théophile, voilà, on en parle plus aussi dans les médias, on en parle plus dans l'équipe, on en parle plus un peu partout. Et moi aussi, mes potes me disent, ceux qui sont en région parisienne, ah bah le Havre, le hack, machin. Voilà, il se passe un truc, et c'est tant mieux. Et surtout, ce début de saison est loin, loin, loin d'être ridicule. On est franchement plutôt bien dans ce début de championnat. Donc tout est fait pour que cette saison de Ligue 1 se passe bien. Et c'est sa place aussi normale au HAC d'être en Ligue 1 en tant que club doyen et club historique. Le Havre a totalement sa place en Ligue 1. Alors merci pour vos réponses, puis merci d'être avec nous ce soir pour revenir donc sur les débuts du hack en Ligue 1. On vous propose de commencer par un petit bilan mercato dans lequel je serai votre guide. Ensuite, le tant attendu quiz de CSC. Vous connaissez l'histoire de CSC, messieurs? Malheureusement. CSC, j'en ai fait un joueur aussi dans mes chroniques CSC. Hein. Mais ouais, effectivement, CSC, on en a eu bien besoin. C'était la saison dernière ou la saison d'avant, je sais plus. Il y a 2 saisons. La saison d'avant, et il a aussi terminé meilleur buteur de l'Euro aussi. Bah oui.
Ouais, Ouais. non, mais c'est un grand joueur, grand joueur. Et maintenant, il est très célèbre avec son quiz auquel vous participerez tout à l'heure. Et puis, nous enchaînerons sur la deuxième partie avec Guillaume, où nous ferons un bilan comptable. On vous questionnera sur vos MVP de ce début de saison. Et nous parlerons également stats et de la suite à venir en championnat. Alors, avant de revenir sur le mercato, rappelons que le staff a dû faire avec très peu de moyens. Pour rappel, le budget du HAC est en environ 32 millions d'euros. Entre l'équipe première et la réserve, on décompte pas moins de 18 départs cet été. Parmi les plus marquants, ceux de Victor Lecal, Amir Richardson ou encore Quentin Cornet. Ne pas oublier également le départ de Jamal Thiaré, mais également des joueurs qui n'ont pas réussi sous le maillot ciel et marine et qui finalement ne seront pas restés longtemps dans la cité océane, comme Yann Kitala, Papip Nouba ou encore Nassim Chadli, pour le moment tous prêtés. On notera aussi les départs de jeunes pousses Avresse qui n'ont jamais vraiment réussi à percer avec les grands, tels Elias Maboud et Ilan Gomez. Et du côté des arrivées, c'est 10 nouveaux joueurs qui ont posé leurs valises du côté de Socans pour cette aventure en Ligue 1. L'expérimenté Loïc Nego, le jeune Cheikh Doumbia, le prometteur Issa Soumaré, le pari Kandé Diawara, le grand coup du mercato havrais d'Aler Kuzayev, la bonne pioche Rassoul Ndiaye, un ailier multifonction Emmanuel Sabi, un défenseur qui connaît la Ligue 1 Johan Salmier, un impressionnant milieu de terrain Abdoulaye Touré et enfin, le grand attaquant tant attendu Mohamed Bayo. Messieurs, si vous deviez donner une note sur 10 à ce mercato, alors bien sûr, on est un petit peu influencé par les résultats du début de championnat, mais on va essayer d'être le plus objectif possible avec des petits argumentaires. Théophile, si tu devais donner une note sur 10 à ce mercato. On va donner un solide 7,5. Allez, je m'émouille, je lance, je mets des virgules. Non, 7,5 parce que, comment dire, le HAC a fait avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Mathieu Bonnemer nous l'a souvent répété avant le début de la saison, même lors des confs de presse. Enfin, le HAC n'a pas un sou et Roussier, le président, l'a d'ailleurs rappelé avec CVC et l'entourloupe là. Il n'y a pas d'argent et du coup réussir à attirer Loïc Nego c'était déjà un super coup et après c'est vrai que j'ai été un tout petit peu plus mitigé parce que Kandé Diawara je l'ai jamais vu jouer, je pense que j'étais pas le seul, et Cheikh Doumbia un peu de la même manière. Issa Soumaré, j'avais pas mal suivi QRM la saison dernière, c'était très bien avec Quevilly. Au niveau Ligue 1 ça me paraissait un peu léger, on va dire, en attaquant de complément, pourquoi pas. Et ensuite, ça s'est un peu accéléré avec Johan Salmier, Daler Kouzaïev, Rassoul Ndiaye. Là, d'un seul coup, ça prend une autre tournure. Et on a eu un petit peu peur jusqu'à la fin, bien sûr, avant l'arrivée de Mohamed Bayo, où là, on s'est dit, punaise, est-ce qu'on va faire toute la saison avec Nabil Alioui, et encore j'ai beaucoup de respect pour ce joueur-là, ou Issa Soumaré, quoi. Où là, peut-être que notre perception aurait un petit peu changé. Heureusement, on a réussi à attirer Bayo à des conditions financières qui sont difficiles. C'est un prêt payant pour le HAC avec un salaire entièrement pris en charge par le HAC. Donc ça, c'est les conditions un peu drastiques de Lille. Donc franchement, l'équipe s'est très bien renforcée. Je pense que l'équipe est beaucoup plus forte que la saison dernière. Quelle prise d'Aler Kouzaïev, on va en reparler, mais moi j'ai acheté son maillot. Il est à la maison, il est floqué, il y a son nom, numéro 14. Quelle classe. Ah non, ouais. Quel joueur classe. Quel joueur. Et le HAC s'est débarrassé, on va dire, d'un certain nombre de ces joueurs entre guillemets inutiles, en tout cas inutiles pour la Ligue 1, pour cette saison, pour l'opération. Donc non, 7,5 sur 10, avec l'argent qu'ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et encore une fois, Daler Kouzaïev gratuitement, pardon, mais waouh. Et Greg, 7,5 sur 10, tu dis mieux, moins bien? Ouais, 7,5. J'allais dire 8 moi au départ, mais parce que je suis en général plutôt cool avec les notes. Mais ouais, 8 sur 10 parce que comme l'a dit Théophile, alors moi, quand j'ai vu Koudzaïev arriver, en vrai, je savais pas du tout quoi en penser. Et preuve en est, c'est que c'est une super recrue et que c'est pour moi la recrue de ce mercato, de ce mercato du HAC. Issa Soumaré comme Théophile, c'était vraiment solide à QRM. Après, au HAC en Ligue 1, je me disais que c'était peut-être un peu short, sauf si c'était pour faire le nombre. Et après, Mohamed Bayo. Alors moi, j'étais team Kadewere évidemment, mais enfin évidemment, je sais pas, mais j'étais plutôt team Kadewere. Mais Mohamed Bayo, ça reste quand même un grand attaquant. Il l'a prouvé à Clermont, il l'a moins prouvé après à Lille. Après, il a eu aussi des soucis extra-sportifs, on va dire, avec une hygiène de vie ou en tout cas des sorties qui n'ont pas été très appréciées. Donc ça
en même temps, c'est sa vie personnelle. Après, il y a aussi un contexte. Quand tu arrives dans un club et que tu es professionnel, il y a aussi comment le joueur se sent dans un club, s'il se sent investi, s'il se sent bien entouré. Donc, j'espère que c'est ce qui va se passer au HAC concernant Mohamed Bayo. Mais j'étais très surpris, entre guillemets, parce que je pensais pas que Mohamed Bayo serait arrivé comme ça au HAC. Mais effectivement, avec les moyens qu'a pu avoir le club, c'est-à-dire pas grand-chose, et les joueurs qui sont arrivés, je pense que 8 sur 10, c'est quand même un. Et puis, il faut pas oublier aussi la prolongation de Opéry, hein. Ça, c'est important. Ouais, et Keshta aussi. Et Keshta. Plus, ouais, c'est très important et Sanganté. Et Sanganté aussi, ouais. Ouais. Bah vous rejoignez à peu près les internautes qu'on avait interrogés. Alors avant d'interroger les gars de l'équipe, je vais vous donner les notes du sondage qu'on avait lancé hier sur cette question et effectivement c'est de 6 à 8 à 61%. Donc entre 6 et 8, mais quand on regarde les commentaires en dessous, on tend plus vers le 8 qu'autre chose. Donc vous rejoignez à peu près l'avis général. Guillaume, ce mercato, si tu devais lui donner une note. 0, il n'y a pas de Chino Kadewere. Eni, ton joueur fétiche. Zinedine Ferrat, pour ne pas le citer, qui est parti à Angers, le traître. Qui est ce joueur? Non, mais sans blague, moi je mettrais un 8 sur 10 également, pour ce recrutement, ce mercato. Je vais pas analyser joueur par joueur, on va le faire tout à l'heure. Mais ce qui est énorme, c'est qu'on a procédé par étapes, d'abord par la défense, avec des renforts comme Nego qui sont aujourd'hui très importants, et puis on a doublé tous les postes. Au milieu, c'est là où c'était le plus costaud, avec des recrutements assez inattendus. Enfin moi, Abdoulaye Touré, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et qui est simplement monstrueux. Koutiev évidemment, etc. Donc on a un milieu de terrain qui était déjà costaud l'année dernière, où on a perdu malheureusement Lecal et Richardson, mais en fait on revient en Ligue 1 avec un milieu peut-être même encore plus fort que l'année dernière, donc c'est un truc phénoménal. Le tout avec quasiment pas de moyens, donc c'est quand même assez énorme. Et puis devant, on a recruté enfin notre garant attaquant qui a l'air très prometteur, qui était énorme à Clermont, comme le disait Greg, et qui a priori a l'air d'être hyper motivé d'être au Havre. Et je pense avec le staff, l'encadrement, etc., va faire des choses exceptionnelles avec nous cette saison et va nous aider à grappiller des places et à nous sauver. Donc oui, un bon 8 sur 10. Il faut pas oublier qu'on n'a pas de moyens du tout, qu'on a un budget très très limite, même inférieur à des clubs de Ligue 2. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé. Toi, c'est qui sera en concurrence avec Mohamed Bayo. T'as peur, il te fait peur, Mohamed Bayo? Non, du tout. Du tout, non. J'ai vraiment hâte de le voir jouer. Par contre, on va peut-être pas le voir souvent, malheureusement, parce que la Guinée s'est qualifiée avec la CAN. Donc pareil, il va falloir pallier son absence, donc ça c'est un peu dommage. Mais non, je suis très très content. Et puis en plus, à côté de ça, on a un Nabil Ayoui qui a l'air de se plaire en Ligue 1. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais moi, au niveau du mercato, pour l'instant, je me prononce pas trop. Je préfère attendre avant de mettre une note. JC, tu veux te mouiller toi par rapport à CC? Ouais, je sais, par rapport à la question, c'est vrai que vous parlez de faire éventuellement une note. Moi, j'étais plus sur un 7 sur 10. Je suis globalement satisfait du recrutement. Le petit bémol, si j'en mets un, c'est juste qu'on n'ait pas recruté assez de joueurs confirmés en L1. C'est juste ça, ce petit reproche que je peux faire. Mais sinon, c'est proche de la perfection à mon niveau. Vivien, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je partirais sur un 8, puis un point bonus par rapport à la politique de reconduction de contrat. Parce que on l'a évoqué, je sais plus qui en a parlé tout à l'heure, mais les renouvellements des contrats de Sanganté, de Keshta, d'Opéry, on parle aussi peut-être de Loris. C'est comme des recrues. C'est comme des recrues et les mecs, on va les garder encore minimum 1 ou 2 ans, peut-être pas beaucoup plus parce que au bout d'un moment, la pression va être trop forte et d'un point de vue économique, il va falloir qu'on vende quelques joueurs, même si on a réussi
à éviter de vendre des joueurs importants cette année. On va être obligé de s'en séparer certainement l'année prochaine. On n'y est pas encore. Mais ouais, rien que pour ça, c'est cette capacité à la fois recruter des joueurs sur au niveau, là où on en avait vraiment besoin, c'est-à-dire au milieu de terrain et devant, et cette capacité qu'on a à avoir reconduit des joueurs majeurs en Ligue 2 et qui confirment en plus cette année, hein, parce qu'on se rend compte que Sanganté, malgré un début de saison un peu compliqué, il a retrouvé le niveau qu'il avait. Opéry toujours aussi impressionnant. Keshta, bon, on n'en parle même pas, hein, il est absolument incroyable. Hein. Il a été arrêté plusieurs mois à cause de sa blessure et là, il a retrouvé un niveau de jeu de niveau Ligue 1. Donc, non, je suis très, très heureux du mercato dans les conditions économiques, on l'a tous évoqué, compliquées. Clément, tu rejoins l'avis général, t'es plutôt satisfait toi du mercato aussi? Ouais, tout à fait. Moi, je pense un petit peu comme les autres. C'est un mercato qui est réussi, même si on a attendu jusqu'au dernier moment. On a eu comme peur pour l'attaquant. J'avais peur quand même qu'on se retrouve avec quasiment aucune option d'attaque. Mais franchement, avec le peu de moyens qu'on avait, c'est quand même un bon mercato et même, je pense, plus réussi que certains de nos concurrents. Je pense à Nantes, à Clermont ou même à Metz. Je trouve que par rapport à eux, on a vraiment fait un bon mercato. Alors je suis là. J'étais parti faire rentrer Théophile qui a dû avoir un bug. Hop, j'approuve la demande. Voilà, c'est bon. Il était à la buvette. Ouais, c'est ça. La buvette de Space Hack, hein, si vous l'avez pas testé encore. Elle est plus rapide que celle du Stade Océane, en tout cas. Merci messieurs pour ce bilan mercato. Avant de passer au quiz de CSC, je souhaitais vous parler d'un livre dont l'auteur est un de nos followers, Vivian Petit, un fervent supporter ciel et marine. Son livre croise l'histoire du club doyen avec celle de son histoire personnelle, celle de la découverte d'un club, d'un sport, d'une sociabilité, et enfin avec une histoire collective, celle des Havrais et de leur ville. Alors Vivian, il est né au Havre en 1989, il est titulaire d'un master de littérature française qu'il a obtenu à Rennes en 2015. Vous pourrez précommander son livre dont le titre est Ciel et marine à partir de la semaine prochaine sur le site de l'éditeur mediapopedition.fr. Il sera disponible en librairie à partir du 20 octobre. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous recevrons Vivian dans Spessac aux alentours de la sortie du livre en librairie. Et il a eu la gentillesse de nous en donner une copie, enfin une version PDF et électronique, et donc on est tous en train de le lire très sérieusement dans l'équipe et on le recevra pour discuter de son livre aux alentours du 20 octobre. C'est ton moment, je te laisse la main. Ah, effectivement, c'est mon moment. Est-ce qu'on m'entend mieux? J'ai changé de micro. Normalement, ça devrait être un peu mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bah ouais, il y avait des plaintes là dans l'auditoire. Mais c'est Très clairement. le climat marseillais, c'est pour ça. Il s'y fait pas mon micro. Donc effectivement, on va faire un petit quiz. Alors le thème, je préfère le donner. On est sur le prochain match Olympique Lyonnais contre le HAC. Donc je vais commencer. On va faire le même système de tir au but. Donc, je vais commencer par toi, Greg. Tu as gagné le toast dans ma tête. Bon, tu commenceras. D'accord. Donc, on va faire une question chacun. Donc, je te commence avec la première question. Dans quel stade évolue actuellement l'Olympique Lyonnais? Le Stade des Lumières. Groupama Stadium. Parfait. Voilà, parfait. C'est ce que j'attendais comme réponse. Le Stade des Lumières, j'aurais pas accepté, quand même. Ah bon, c'est l'autre. Ouais, c'est écrit Groupama Stadium pour avoir été plusieurs fois. Oh, non, mais... C'est pas le Jean-Michel Aulas Stadium? Je suis surpris. Je crois qu'il n'y a plus accès, figure-toi. Non, on va pas en parler de ce débat-là. Première question pour toi, Théophile. Quel est l'ancien stade de l'Olympique Lyonnais? Oh, le fameux stade de Gerland. Effectivement, un partout. On commence tranquillement et on va monter de niveau avec toi, Greg. Quel est le dernier joueur havrais à avoir rejoint l'Olympique Lyonnais? Alors là, comme ça, j'ai envie de dire direct Kadewere. Bon, je vais dire Tino. Et non, c'était Saïl Koumbedi pour 1 million d'euros. D'accord. Bon, ouais. C'était quand ça? C'était il y a 2 ans. La saison il y a 2 ans, mais on n'a pas eu le temps de le voir en équipe première chez nous. Pour le coup, maintenant, vu que c'est là à commencer. Ah, mais je croyais qu'on parlait des joueurs qui jouaient, moi, c'est pour ça. Mais il a quand même pris carton rouge contre Caen. Ça taille. Ah bah, c'est le cas de le dire. Question numéro 2 pour Théophile. Quel ancien attaquant havrais a été transféré pour environ 12 millions à l'OL? Le cadeau.
C'est le grand Tino. Effectivement, je t'accorde la bonne réponse. De toute façon, il y avait personne d'autre. Donc 2-1, mais t'inquiète pas que le niveau va se corser pour toi juste après. J'ai équilibré un petit peu. Question numéro 3 pour Greg. Quel est le dernier joueur lyonnais qui a été transféré au HAC? Et quand je parle transféré, payé, pas prêté ou autre. Qui est le dernier joueur lyonnais qui a été transféré au HAC, qui a fait Lyon Le Havre? Une belle arnaque en plus au passage. Un gâchis, on va le dire. Non, une arnaque. Ok. Est-ce que Greg, t'as la réponse? D'ailleurs, il fait quoi maintenant? Il travaille au McDo à Gonfreville. Bah attends. Oh là là. Ah, tu l'as. Vous m'entendez? Greg, il est parti chercher. Non, mais c'est mon portable qui a bugué. Oui, Greg, on t'entend. Non, je disais Ah, Gorgelin ok. en fait depuis tout à l'heure, mais. Non, c'était il joue pour plus. 1,5 million et c'était Alan Zabana. Ok. Donc moi j'ai que des joueurs qu'on connaît pas en fait. Hein, Peut-être. Durant la même saison que ce joli transfert que Clément nous a indiqué, durant la même saison que ce transfert, quel joueur a été prêté par l'OL au HAC? Théophile. Ouais, pour Théophile. Quel joueur a été prêté? C'est pareil, j'ai que Gorgelin. Alors c'était pas de Zabana. Alors là, j'ai rien qui m'arrive. Un joueur prêté par l'OL. Ça devait être un attaquant, non? Peut-être. Je demande un petit indice. Peut-être. Ah non, mais j'ai rien à vous proposer. Alors, non, donc vas-y. il a été acheté par l'OL à Châteauroux et prêté au HAC juste dans la foulée. Et c'était Jean-Philippe Mateta. Ah oui, le fameux. Ah, Le ouais, grand. bien vu. Mateta. Et ouais, c'est inoubliable ce joueur-là. En plus, il fait une belle carrière actuellement. Qu'est-ce que j'aurais aimé le revoir avec lui. Mais du coup, il a pas du tout évolué avec le maillot de l'OL, du tout. Ou... Ouais, il me semble. Parce qu'après la réussite qu'il a eu chez nous. Je crois qu'il a fait quelques matchs Non, amicaux peut-être, mais il est vite parti à Crystal Palace, il me semble. D'accord. Il est pas allé en Allemagne? Oui, effectivement, oui. Et après à Crystal Palace. Une connerie comme Ouais, ça, c'est et ça, après c'est il a été à Crystal Palace. Ouais. D'ailleurs, il pourrait peut-être revenir à Lyon plus facilement, hein, vu que c'est Textor qui a le club. Bref. C'est vrai. S'il nous lâche Kadewere, pourquoi pas. Question 4 pour toi, Greg. Lors du dernier Lyon-HAC, le score du match était de 3-1 pour les Lyonnais. Qui est le buteur à vrai? Lors du dernier Lyon-HAC, c'est en championnat en 2008-2009. Je t'aide. 2008-2009, dernier buteur à vrai. O'Haro. Alors, non, il y était plus malheureusement. On l'avait cédé à Paris. C'était un joueur qui évolue à Grenoble aujourd'hui et c'était Loïc Nestor. Et qui avait marqué à la 82e minute. D'accord. Ouais, non, je l'avais pas. Allez, là c'est pour Théophile. Théophile, tu peux faire le break. Hein. Là, tu peux mettre un coup de massue à Greg. Donc, lors de ce même match, donc ça avait fait 3-1 pour Lyon et je vais te demander quel joueur lyonnais a inscrit le 3e but. Oh là là, c'est dur. Hein. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, Ah, j'ai peut-être une idée là. Ah, j'ai un petit indice. Si tu me dis pas tant que ça, c'est que c'est un mec un peu connu. Ouais. C'est pas. Je demande des petits indices comme ça, l'air de rien. Ouais, c'est François qui t'a formé, ouais. Ah, tu vois, c'est François qui est dans l'auditoire d'ailleurs. Salut François. Oui, tout à fait. Salut François. Je tente de gagner du temps. Non, mais du coup, si on va la faire. Allez, Juninho, la légende. Effectivement, c'est bien Juninho. Et sur un coup franc. Et j'ai revu le coup franc tout à l'heure. Il avait fait une petite bourde, notre Christophe Revaud. Effectivement, c'est bien Juninho sur un joli coup franc. Allez. C'est très mérité. C'est une petite victoire quand même pour Théophile qui a validé 3 bonnes réponses. Et je vais te poser la dernière question pour toi, Greg. Alors, elle est magnifique. C'est une question pour François Manoury normalement, mais je te la pose à toi. La dernière victoire havraise à l'extérieur contre l'OL date du 13 décembre 97. Sur le score de... J'ai rebugué, pardon, j'ai pas le début. Vas-y, je t'écoute. Donc, la dernière victoire havraise à l'extérieur contre l'OL date du 13 décembre 1997. Sur le score de 1-0. Qui était le buteur à vrai? Du HAC Lyon de 97. Ouais.
T'avais fait combien? 1-0. Oh, Si je peux te donner un indice, il a joué 16 matchs au hack et il a marqué 4 buts. Ah ouais, un grand joueur donc. Je suis en train de regarder dans le chat s'il y a des réponses, mais alors celui-là, je pense pas que. Peut-être pour les anciens, mais. Moi, je crois savoir, mais je suis pas. J'hésite entre deux. Alors là, je vais entendre ta réponse après quand même. Parce que tu m'as dit Je crois 16 qu'il y a une matchs, réponse. Je crois qu'il y a une réponse de A à vrai. Je la vois là. Alors après, on la tente ou Greg, tu donnes ta langue au Je sais chat? pas, Non, je donne ma langue au chat. elle apparaît pas pour moi. Je sais Vas-y, pas. c'était quoi sa réponse? Parce que... Bekanovic, sa réponse. Bekanovic. Ouais, moi, j'aurais dit Pantic ou Bekanovic. Ouais, c'est Bekanovic, effectivement. Incroyable, bien joué à Havre et on peut le souligner. Hein. Bravo à lui. Ouais. Moi, je l'avais pas du tout là. Et j'ai fait rentrer Gilles qui voulait peut-être intervenir sur cette question. Salut Gilles. Salut les amis, salut Théophile, salut Greg. Salut, Moi, je lançais hors la ville, mais c'est plus par rapport au nombre de matchs, mais je pense qu'il a quand même joué un peu plus. Et bah, tu vas peut-être participer et aider Théophile pour la dernière question parce que à quand remonte la dernière victoire à Vraise contre l'OL? Et effectivement, et ouais, c'est la question piège parce que c'était la dernière victoire à l'extérieur que j'avais citée, mais les Havrais avaient gagné contre l'OL bien après. À quand remonte la dernière victoire havraise contre l'OL? Je te demande la saison, je suis gentil. La saison. Ouais. Inès. Bon, ça va être un peu du hasard. Hein. Allez, un petit 95-96. Non, c'était bien après. C'était la saison 98-99 et Le Havre avait gagné 1-0. Quelqu'un saurait me dire le buteur? Pouget. Effectivement, bien joué. Mais j'ai pas de mystère parce que je crois que le match a été. Il y a quelqu'un qui a re-uploadé le match en entier et en entier c'était, sur YouTube, ouais. Et j'ai vu justement le match tout à l'heure. Donc c'était Pouget avec un bon travail de Kustovic à la base. Et par contre la passe décisive, il me manque le Nalissan, passeur décisif. C'est ça. Et on peut souligner la victoire de Théophile. Bravo Théophile, victoire 3-1. Et ça va accrocher des trophées dans les bureaux de France Bleu Normandie, ça. Ça va accrocher des trophées. Le trophée François Manoury. Je vais pas manquer de le rappeler. C'est le trophée François Manoury que tu gagnes, Théophile. C'est une bonne idée. Ah, c'est pas mal. Il doit être content d'entendre ça. Merci Greg, merci Théophile et merci, c'est toujours intéressant hein, ce spécial OL hack, on apprend toujours beaucoup de choses. Merci pour la préparation. On va passer sur la deuxième partie avec Guillaume. Guillaume, à toi la main. Salut, oui, salut, bonjour à tous. Gros salut, ouais. Ouais, salut. Ouais, on va faire le petit bilan de ce début de saison, puisqu'on a eu que 5 matchs, mais il est quand même intéressant de dégager certaines choses. Il y a des enseignements qui vont être intéressants. Donc, une victoire, 2 nuls, 1 défaite. Voici le bilan de ce début de championnat où le Hack compte donc 5 points et durant cette trêve 10e au classement. Alors, on va pas encore parler d'individualité, on va y revenir juste après. Mais j'y sais pour commencer, si on t'avait annoncé ce bilan au début de saison, tu aurais signé tout de suite. Ah oui, j'aurais signé. Bien sûr que j'aurais signé. C'est un retour en L1 qui est satisfaisant. Hein. 5 points de prix, certes, c'est pas extraordinaire, mais c'est 5 points de prix avec panache. Moi, je trouve ça génial. En tout cas, on est bien parti et on sait tous ici que c'était vraiment important de bien débuter la saison, hein, comme l'avait évoqué Mathieu Bodmer quand il était notre invité il y a quelques semaines. Et pourtant, quand on regarde la physionomie des matchs, hormis contre Lorient, le Hack a toujours démarré ses matchs très timidement. J'occulte évidemment le premier but contre Montpellier sur coup de piraté, mais ça laissait rien de présager de bon, Clément, quand on regardait les débuts, hein, notamment contre Rennes, on prend 2 buts en 25 minutes par exemple. Bah oui, moi je pense qu'il y a. Bah, c'est ce que je disais lors du dernier Space. Il y avait les 3 premiers matchs, on avait. Je pense on n'était pas dedans. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément focus et au niveau de la Ligue 1, les exigences que demande la Ligue 1. Et là, la deuxième mi-temps de Rennes, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Encore plus sur ce match de Lorient où on a vraiment, je pense, tous les joueurs se sont mis vraiment au diapason. On a enfin, je pense, un collectif qui est armé pour la Ligue 1 et je pense que cette saison on va avoir de belles émotions grâce à eux.
Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'au début, ils étaient un peu trop timides, peut-être ils avaient impressionnés peur. par Ouais, l'événement, je pense, hein. ouais, Peut-être un- peur, je ne sais pas, mais c'est vrai que trop timide, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les débuts de match étaient quand même étaient poussifs, hein, Clément. bah oui, en fait, comme disait, je crois que c'est JC qui disait ça, il y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient connu la Ligue 1, donc ou ceux qui l'avaient connu, c'est souvent sur le banc. Donc c'est sûr que quand tu arrives dans un nouveau championnat comme ça, bah t'as comme une grosse appréhension. Tu te dis, voilà, j'ai pas envie de faire de conneries, et c'est comme ça que les conneries arrivent. Je pense à Sanganté qui nous a fait quand même pas mal d'erreurs là, les deux premiers matchs. Et là voilà, là je pense il y a vraiment eu une prise de conscience. Je pensais que ça allait prendre plus longtemps justement pour qu'on se mette au niveau, mais finalement en un match ils ont balayé tous leurs doutes et je pense que ça va vraiment leur faire du bien. Que ce soit mentalement ou même au niveau de la tactique, on a enfin redécouvert notre 4-3-3 et même je pense qu'Elsner peut le conforter dans ses idées, quoi, de garder vraiment cette tactique avec les joueurs qu'on a actuellement, c'est vraiment super. Ouais, et Théophile, justement, toujours avancer, ne jamais rien lâcher, la devise des Havrais. Cet esprit combatif qu'on a vu toute la saison dernière est toujours présent au HAC, hein, du coup, même en Ligue 1. Ah bah ouais, non, carrément, ça s'est vu dès le match à Montpellier. C'est vrai que on savait pas trop où on mettait les pieds, on avait vu le recrutement, on connaissait notre équipe, on savait ce qu'elle était capable de faire. Enfin, c'est sûr que quand tu arrives en Ligue 1, tu passes au révélateur, quoi. Et dès Montpellier, malgré bien sûr quelques soucis qu'on a tous vus, il y a l'âme de cette équipe surtout qu'on a, comment dire, revu immédiatement. Le match le plus satisfaisant. Alors, j'ai failli dire Brest parce que dans le jeu, j'ai trouvé nos Hackmen vraiment très bons. Ils ont réussi à mettre leur jeu en place contre Brest. On s'est fait punir un peu bêtement, mais j'ai trouvé ce match vachement intéressant pour le retour à Océane. Et après celui contre Rennes, voilà, qui ressemblait beaucoup à celui de Montpellier, peut-être encore meilleur. Et puis celui contre Lorient où le premier clean sheet de la saison déjà il est important. Rien que pour Desmas, on sait que il est parfois critiqué, justement ou injustement. Quand tu sors un clean sheet et un tel match contre Lorient, qui est un habitué de la Ligue 1 et qui a développé un jeu vraiment excellent la saison dernière, ça te rassure, quoi. Et c'est presque dommage que la trêve internationale arrive si vite parce que cette équipe, elle était en train de se lancer, en fait. Là, certains de nos joueurs sont partis en trêve internationale, mais ça aurait été bien qu'ils continuent à grandir ensemble. En plus, avec Momo Bayo, qui va pas pouvoir travailler avec nous, qui a pas pu travailler avec nous cette semaine. À ceci près que Lorient, c'était très bizarre, on les a pas reconnus, ils sont pas venus pour faire le jeu. C'était très étonnant ce qu'ils ont fait. Et j'avais vu une stat intéressante, c'est que le seul match qu'on termine avec la possession, avec plus de 50%, c'est celui contre Brest. Et on en parlait sur France Bleu Normandie la semaine dernière. Tous les autres matchs, on les termine avec moins de 50% de possession. Et le coach Lucas le disait très bien, la Ligue 2 c'est un championnat de possession, la Ligue 1 un championnat de transition. Et visiblement il a très bien compris comment ça marchait. C'est exactement ce que nous avait dit Mathieu Bodmer lors du dernier Space de la première saison. Et je rejoins ta stat sur la possession. Contre Lorient, avec seulement 43% de possession de balle, le HAC a frappé 17 fois au but contre 9 pour Lorient. Quand même intéressant. Gilles, je vois que tu lèves la main. N'hésite pas, cher ami. Oui, par rapport à ce que disait Théophile, c'est vrai que la trêve arrive mal pour le HAC et dans le prochain match, ça arrive peut-être plutôt très bien pour Lyon. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa de jouer le match cette semaine, ça aurait peut-être été plus sympa. Mais bon, on verra ce que ça donne avec le nouveau staff de l'OL qui est en train de se mettre en place, même si pour le début de saison, j'avais parié moi sur 6 points sur 6 matchs, comme ça Romain est content, je reviens sur ce que j'ai dit et je maintiens que 6 points en 6 matchs ça aurait été très bien. Là je suis presque déçu qu'on en fasse que 6 parce que on va en parler tout à l'heure. Moyen de faire un peu mieux. Et je rebondis, je reviens sur Lorient. Vivien, lors du match contre Lorient, dès le début de match, on a vu un HAC de Ligue 1 et non plus une équipe timide arrivant tout doucement chez les grands. Ouais, on a tous fait le même constat. On a le sentiment que dès le début du match, ils ont maîtrisé leur sujet. Tactiquement, c'était très au point. On sent que la touche Elsner a fait les bons choix. Il est à la fois revenu sur le 4-3-3 qui avait fait notre force en Ligue 2 l'année dernière, et il a su aussi rassurer défensivement. Notre équipe a su rassurer défensivement et repartir sur les mêmes bases, c'est-à-dire d'abord ne pas prendre de but,
ce qui a été le cas pendant la première mi-temps, laisser les Lorientais venir, se cracher sur la défense et une fois qu'on a vu qu'on était capable de pas encaisser de buts stupides comme on a pu le faire depuis le début de la saison, là on a pris confiance et on a su marquer trois magnifiques buts. Franchement, le match de Lorient, c'est de loin pour moi le plus réussi parce que même en Ligue 2 l'année dernière, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un match aussi maîtrisé de bout en bout. Peut-être en première partie de saison, le 3-0 contre Bastia, le 2-0 contre Metz. Ouais. C'était des matchs maîtrisés. Après la seconde partie de la saison, j'ai pas le souvenir de matchs véritablement maîtrisés comme ça. On a gagné à Bordeaux, certes, mais on avait été secoué. On a gagné contre Bordeaux à domicile aussi, 1-0. Mais sur le fond, c'était pas non plus le match de l'année. Contre Sochaux à domicile 1-0, c'était pas non plus le match de l'année. Là, on a vraiment ce sentiment de toute puissance, j'exagère, mais de maîtrise totale du début à la fin, et que pour faire un peu l'analogie de David Fouquet la semaine dernière dans COP Normandie, je fais une petite pub, où il faisait une petite comparaison avec l'agence Tourisque. Et avec Hannibal Smith qui raconte dans le début d'épisode que le plan se passe comme il avait prévu, quoi. C'est exactement là. Je pense que Elsner a imaginé le scénario du match et ça s'est déroulé exactement comme il l'avait imaginé. T'es au courant que pour chaque pub pour COP Normandie que tu fais dans le Space, t'es obligé de parler du Space dans COP Normandie. Je sais, j'ai un passif de ce point de vue-là. Je sais. Ça, c'est obligatoire. Greg, justement, ce déclic contre Lorient, est-ce qu'il correspondrait pas avec le réveil d'Aruna Sanganté qu'on a senti un peu en début de saison, en deçà de ses capacités qu'on a vues en Ligue 2 toute la saison dernière? De toute façon, la défense du Havre, elle est tellement dépendante des performances d'Aruna Sanganté que si Sanganté est pas bien, toute la base arrière du Havre va pas bien. Donc forcément que quand Sanganté va mieux, tout va mieux. Ça, c'est une certitude. Après, moi, je suis d'accord aussi sur le fait que le match contre Lorient, il est maîtrisé et que ça fait plaisir parce que le HAC a tendance en général à avoir des absences sur certains matchs, des fois pendant tout le match, et des fois à certains moments du match où ils se font revenir bêtement, où ils sont timides, où on sent qu'il se passe un truc qui devrait pas se passer tout simplement, alors que le match contre Lorient, moi je les ai vus concentrés, motivés tout le match, et ça c'est aussi la patte Elsner que depuis qu'il est là, on sent qu'il se passe vraiment un truc où les mecs sont impliqués dans ce qui se passe, dans le projet de jeu, qu'ils y croient et qui mouillent le maillot pour ça. Et ça, c'est quand même hyper cool à regarder. Et Dieu merci qu'ils ne fassent pas ce jeu de possession. Alors, on pourra toujours parler tactique et de ce qui est mieux ou pas, mais moi, j'ai horreur de ce jeu de possession où qui consiste à dire si on a le ballon, ça veut dire que l'autre l'a pas et que donc on prend pas de but. Je trouve ça tellement nul. Je préfère tellement les mecs qui vont vers l'avant, les jeux de transition, ça va vite, on part vers l'avant et puis on essaye de marquer des buts le plus rapidement possible que voilà, cette vision du jeu de Elsner, moi cette saison, en tout cas pour l'instant de ce que je vois, me dit que cette saison peut être bien si jamais tout le monde reste dans cette même optique. Merci Greg pour ton analyse. Alors messieurs, petit exercice de style maintenant. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on reviendra sur les individualités et c'est maintenant. Je vous demandais de commenter les débuts en Ligue 1 d'un joueur et de lui donner une note et puis éventuellement de commenter ses prestations. Alors moi, évidemment, j'ai une petite liste de joueurs dont j'aimerais parler, mais je vais vous laisser l'honneur et éventuellement je vous relancerai sur tel ou tel joueur. Capitaine, tu commences ? Si j'ai l'honneur de commencer, je vais piquer Yacine Keshta à tout le monde alors. Non, mais j'aimerais bien, je veux mettre en lumière Yacine parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est exceptionnel. On l'a dit tout à l'heure, il revient d'une grosse blessure, sa première blessure, il est tout jeune, grosse blessure et il revient comme s'il n'avait pas été arrêté. Et il revient pas en Ligue 2 sur son terrain de jeu, il revient en Ligue 1 directement. Et quand on voit les performances qu'il aligne, il est partout. Il est tout simplement partout. C'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui va récupérer, gratter des ballons avant les défenseurs. On a encore vu des images cette semaine avec le Maroc incroyable au milieu de Brésiliens là. Il est monstrueux, voilà. C'est exactement ce qu'il définit. Il est monstrueux. Et donc voilà, moi pour moi c'est un des meilleurs joueurs parce que vous allez parler des autres, mais un des meilleurs joueurs du début de saison. Ouais, on l'appelait Questinho, mais maintenant. C'est ça. Je pense, on aurait dû le dire à Francis il y a 15 jours.
Allez, qui souhaite parler? Clément, tiens, à toi le tour. À ton tour, pardon. Un joueur, une note, une prestation, vas-y, je t'écoute. Moi, je vais mettre Abdoulaye Touré parce que il est arrivé. C'est vrai qu'ils ont beaucoup été mitigés sur lui. Même moi, je connaissais pas vraiment son vrai niveau. Il sortait d'une expérience un peu malheureuse en Turquie. Et oula, je pense que c'était ça. Et du coup, c'était bizarre. Oui. Et du coup, ouais, il partait pas titulaire en plus. Donc du coup, à la base, Targaline était devant lui. Et voilà, il est rentré et franchement, là, sur ce qu'il montre, pour un joueur qui a pas beaucoup joué ces dernières saisons, c'est quand même incroyable. Contre Lorient, il a été sensationnel. Contre Rennes, il a été incroyable. C'est un très bon récupérateur avec pas mal de technique quand même. Il arrive quand même avec ses dribbles à éliminer 2-3 joueurs parfois, même par ses passes. Et franchement, pour avoir trouvé un joueur comme ça, déjà, je trouve ça. J'ai du mal à comprendre comment Mathieu Bonnemer a l'idée d'avoir un mec en plus gratuit et qui au bout de 3 journées a un tel niveau. C'est-à-dire franchement là, c'est bravo à Bonnemer d'avoir niché ce genre de joueur. Même à Nantes d'ailleurs, ils ont du mal à en revenir parce qu'à Nantes c'est un bon joueur mais c'est pas forcément le meilleur. Et là, ce qu'il montre en tout cas, c'est vraiment pas mal. Il est monstrueux, hein, c'est le tour de contrôle. Quand on le voit sur le terrain, c'est impressionnant. Et les ballons qu'il arrive à récupérer, il est vraiment excellent. Vivien, je suis désolé, Gilles a levé la main au premier et puis il est plus sage que toi. Comment ne pas choisir Daler Koutsaïev, qui est, je trouve, ce joueur vraiment d'une classe supérieure. On sent vraiment qu'il y a quelque chose en plus. Et ce que j'aime surtout dans ce joueur, outre sa grande intelligence qu'on a vu dans le dernier but face à Lorient, où il fait ce 1-2 avec Nego, où les deux jouent magnifiquement bien, avec un défenseur qui lui aussi joue bien. Et c'est surtout, on sent que ce type-là, il va pas se contenter d'être bon. Bon pour lui, c'est pas assez. Donc c'est un joueur qui, en plus d'être bon sur le terrain, va obliger les autres à monter leur niveau en tant que tel, leur niveau technique et leur niveau d'exigence. Vraiment, c'est ce genre de joueur qui peut faire que justement de la bleusaille en Ligue 1 peut se sentir en confiance, et vraiment c'est une excellente pioche, peut-être encore plus forte que ce qu'on pensait au moment de sa signature. Vivien, tu m'en veux pas, mais je vais laisser la parole à un de nos invités. Théophile, allez, à toi. Un joueur, une note. C'est terrible parce que j'avais pensé à 2 joueurs et on m'a piqué les 2. Allez hop, improvise. J'ai d'autres idées si tu veux, je peux te lancer. Non, mais au début, rapidement, je pensais dire Daler Koutsaïev pour tout ce qui vient d'être dit. Et le fait, en zone mixte, le voir sortir à la fin du match contre Brest, la tête basse, devoir être réconforté par ses coéquipiers, mais vraiment, il était vraiment mal après le match contre Brest, malgré son superbe but. Ça démontre beaucoup de choses de ce qu'est le bonhomme, qui avait fait très bonne impression au moment de sa présentation. Et puisque je m'étais dit qu'on allait me prendre Koutsaïev, j'allais dire Touré. Parce que Touré, j'ai un pote nantais, je lui ai envoyé des messages au moment où on recrute Touré, parce que Touré a fait, je crois, 8 ans à Nantes, ou 7 ans, et il m'a dit bon courage. Bon, super. Et voilà, force est de constater que ce type apporte toute l'expérience, toute la roublardise, toute la force dont on a besoin pour un milieu de terrain récupérateur. Non, mais du coup, je vais dire effectivement, et ça a aussi un petit peu été dit, le réveil de Sanganté, parce que son début de saison est pas bon. En tout cas, on n'a pas vu le Sanganté qu'on avait connu en Ligue 2. Et ouais, on s'est posé quelques questions avec, pourquoi pas, est-ce que le Capitana a pu avoir une influence sur sa baisse de niveau? Parce que forcément, c'est de la pression en plus, c'est un rôle en plus pour un joueur qui a 21 ans. Et qui avait 20 ans au moment où on lui donne le brassard. Et Luca Elsner, d'ailleurs, l'a reconnu, c'est qu'il devait avoir une discussion avec lui à ce sujet-là précisément. Sujet de ce Capitana. Est-ce que c'était pas trop lourd, machin. Et je sais pas s'ils ont eu cette discussion, j'en sais rien. Mais enfin, sur les derniers matchs, ouais, on a quand même vu un Sanganté, retrouvé. Et je pense que avoir une très grosse base défensive en Ligue 1, c'est quand même vraiment la base. Et quand tu as Lloris qui ne fait jamais d'étincelle, mais qui est toujours là, globalement, Lloris, je garde pas vraiment souvenir de matchs complètement ratés de Lloris. Quand tu as Sanganté à côté de lui, on a connu cette charnière en Ligue 2 qui avait quasiment pas pris de but. Et là, je me dis que pourquoi pas, ça peut être la base de ce très bon hack qu'on a vu
contre Lorient. Merci Théophile. Vivien, allez, tu as été sage, à ton tour. J'ai attendu sagement mon tour. J'allais citer Abdoulaye Touré, mais Clément l'a cité et a raison. Pour en revenir un peu sur l'analyse de Théophile, moi, personnellement, je trouve que Lloris, c'est vraiment le défenseur qui tient la baraque depuis le début de la saison. Il a été excellent à tous les matchs, tous, sans exception. Et je pense que si Sanganté ne s'est pas totalement écroulé sur ces matchs difficiles, c'est grâce à la présence de Lloris conjuguée à celle de Salmier. Faut vraiment mettre en avant ce joueur qui est un joueur de club, un joueur de devoir, qui est sorti d'une sale saison où il a été blessé pendant quasiment une année à Auxerre. On l'a recruté l'année dernière, il a fait une top saison. Et là, cette année, c'est pareil, il est sur le même rythme, alors que beaucoup de supporters à vrai, dont je faisais partie, doutaient franchement de l'apport qu'il pouvait avoir au club. On se demandait, Lloris, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va se blesser, il va être pas capable de faire la moitié des matchs parce qu'il a un physique fragile. Est-ce qu'il a vraiment le niveau? Et là, il fait la démonstration qu'il était au top en Ligue 2 et en Ligue 1, il est dans la continuité. Donc moi, je trouve que grâce et Salmier aussi, j'aime bien. Enfin voilà, on a une ligne défensive qui tient la route. Mais juste Guillaume, je me fais une réflexion. C'est vrai qu'en fait, la moitié de notre équipe type contre Lorient, c'est des joueurs que Bodmer a amenés, mais qui étaient tricards dans leur club. Opéry, tricard à la Comtoise, Keshtat, tricard au Havre, Yoris, tricard à Auxerre, Desmas à Clermont, tricard au Génois, Desmas, tricard à Clermont, tout sur le banc, quoi. C'est impressionnant quand même, parce qu'il faut quand même avoir l'idée de te dire de composer la moitié de ton effectif, de ton équipe type de Ligue 1, c'est des mecs qui étaient sur le banc dans des clubs parfois même moins bons que là où ils sont actuellement. Donc c'est quand même super d'avoir un mec comme ça au club. Ouais, je reviens, merci Clément, c'est vrai que c'est très juste comme analyse et je reviens sur ce que tu disais Vivien par rapport à Gauthier Lloris et ce qu'on disait tout à l'heure avec Greg, celui qui nous sauve la baraque et le 2-2 en grande partie à Rennes, c'est Gauthier Lloris et c'est vrai qu'il était là pour suppléer Sanganté qui était moins bon. Lloris a été là et heureusement qu'il est là, sans lui je pense pas qu'on en serait à la 10e place avec 5 points au classement. Tu lèves la main, mais je vais laisser la parole à Greg pour le coup s'il veut nous parler d'un joueur parce qu'il reste plus beaucoup de gens sur la liste. J'en ai un depuis tout à l'heure, donc j'attends, mais pas de souci. Alors moi je vais y aller du coup. Alors juste j'ai Antoine parce que je viens de découvrir qu'il y avait un chat où il y avait des messages. Question pour Greg, lui qui est un grand fan des maillots, il place où le maillot du HAC dans son classement? Très simple, quand tu peux reconnaître un maillot rien qu'à sa couleur, c'est que déjà c'est un maillot qui est historique et emblématique et iconique, ce qui est le cas du HAC. Il y a très très peu de clubs, il y a l'Ajax, il y a le Real, le PSG peut-être maintenant aujourd'hui, mais il y a tellement peu de clubs qui sont identifiables direct grâce au maillot que voilà, rien que ça, le ciel et marine fait que de toute façon c'est historique. Donc dans mon classement il est très très haut, Antoine, ce maillot. Moi je voulais dire Koudzaïev en tout premier. Après je me suis dit que si on allait me le piquer j'allais dire Keshta. Et puis comme on me l'a piqué, je vais prendre Antoine Joujou moi parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup, qui fait ses bouts de match, qui a fait ses bouts de match l'année dernière et qui au fur et à mesure en fait des matchs s'est rendu plus ou moins indispensable. Et sélection en équipe de France U20, donc c'est pas pour rien. C'est aussi que voilà, ses prestations avec le HAC l'année dernière étaient convaincantes et même plus que convaincantes. Il y a encore des moments où c'est peut-être la jeunesse qui fait qu'il prend des décisions qui sont encore dommageables. Mais enfin, je pense que c'est un garçon dont on va entendre parler bientôt, plus en tout cas. Je suis pas sûr qu'il reste avec nous l'année prochaine s'il continue comme ça. Keshta déjà il va partir, je vous le dis parce que ce sera impossible de le garder. Mais un garçon comme Antoine Joujou qui a délivré 2 passes décisives, si je dis pas de bêtises, en 3 matchs là, alors qu'il a pas joué 3 fois 90 minutes. Voilà, moi j'ai envie de dire Antoine Joujou parce que je pense que c'est un garçon qui fait pas trop de bruit mais qui va être très important cette saison et qui va prendre une place de plus en plus importante cette saison. Merci Greg. C'était Antoine Joujou. Non, du tout. Non, Allez, petite cerise sur le gâteau parce que vas-y. je suis d'accord avec tout le monde, avec tout ce que vous avez dit avant. Et moi, je vais partir sur Nabil Alioui. Alors, effectivement, sur les 2 premiers matchs, c'était très compliqué pour lui. Mais franchement, moi, je regarde de près la data et il a quand même un 38% d'efficacité devant le but. Il a 3 buts. Sur les 2 derniers matchs, je l'ai trouvé
qui est excellent. En fait, on le met devant. Ce qu'on demande à l'attaquant, c'est de finir les occasions. Il a eu 6 tirs sur les 2 derniers matchs. Il en met 3 au fond. Donc chapeau, et j'espère qu'il va être régulier jusqu'à s'en suivre, on va dire. Non, mais je pense qu'avoir Nabil Alioui autour de Mohamed Bayo, je pense que ça peut très bien se compléter et que ça peut faire mal. Et enfin, last but not least, notre JC, la cerise sur le gâteau. Allez, Bah, à toi. Est-ce qu'il te reste un joueur? Bah, voilà, c'est ça là, le problème, c'est que là, je m'étais parti sur Lloris, je dis, personne va parler de Lloris. Ah non. Et Quentin Cornette n'est pas là, donc c'est chaud. Tu peux parler de Loïc Nego, par exemple, Arthur Desmas, Johan Salmier. Non, mais pareil, on va partir sur Opéry. Oui. Opéry, il confirme, en fait, sa première saison chez nous, qui était de vraiment très, très bonne facture. Et moi, personnellement, je suis vraiment pas surpris du tout de son niveau affiché. Et au contraire, je suis vraiment content. Il performe, il est déjà à 2 passes D. Et franchement, qu'il continue comme ça, c'est très, très bien. Et vraiment, pour moi, ça fait partie un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est un joueur de l'ombre, mais voilà, quoi. C'est vraiment très, très intéressant ce qu'il fait. Parfait. Alors, je suis d'accord offensivement, mais défensivement, c'est quand même très compliqué pour Christopher Opéry. On va pas tout gâcher, là, on est bien là. Non, mais il faut dire la vérité, franchement. Et t'as Lloris à côté. Oui. T'inquiète pas, il te fera des tacles de la tête quand il faudra en faire. Ah, c'est ça, c'est vrai. Allez, après ce petit bilan, merci à tous pour ce bilan, c'est vraiment top. Après ce petit bilan, il est temps de nous tourner vers l'avenir et sur les matchs suivants. Donc le premier d'entre eux sera l'affiche de la 5e journée de Ligue 1 avec le déplacement du HAC au Groupama Stadium de Lyon. Tiens, garde le micro. Est-ce que c'est le moment idéal pour aller jouer Lyon? Alors, depuis que j'ai écrit ces lignes, Laurent Blanc a été viré. Mais je veux quand même ton avis à ce sujet. Oui et non. Alors malheureusement, on se tape le retour de Alexandre Lacazette. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ce mec qui plante à chaque match. Mais c'est vrai que le contexte actuel, c'est très très compliqué à Lyon. Par contre, voilà, il y a une période de renouveau. Sonny Anderson qui va reprendre l'équipe avec plusieurs membres du staff actuel, il me semble. Enfin, c'est assez compliqué, mais donc à voir. Donc est-ce qu'ils vont avoir à cœur de se racheter devant leur public? Donc je sais pas trop. Nous on est sur une bonne dynamique. Moi je vois quand même un bon petit match nul sur place. On verra bien de toute façon. Mais c'est pas. Je pense pas que ça soit la bonne période malheureusement d'affronter Lyon. Ouais, alors avec Romain, on s'est posé la question en préparant l'émission. Que se passe-t-il à Lyon, qui pour rappel est dernier de Ligue 1 avec un seul point en compteur? Clément, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la situation lyonnaise? C'est vrai que moi je suis un peu en dehors, je m'occupe vraiment principalement du HAC. Et est-ce que tu as des idées? Sinon on interrogera Théophile, entre guillemets le lyonnais, qui a peut-être des idées à ce sujet-là. C'est la merde. C'est la merde, chef. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ils le font à l'américaine, quoi. Ils transfèrent leurs meilleurs, ils ont perdu tous leurs meilleurs, joueurs bankable. Donc c'est-à-dire que les Barcola, Keba, le Keba, tout ça, Malo Gusto, ils sont partis à l'étranger ou au PSG. Et le problème, c'est qu'ils ont pris des joueurs de seconde zone dans des montages financiers. Derrière en plus pour pouvoir combler ses départs, et donc du coup évidemment quand tu perds tes meilleurs joueurs quand la saison qui commence t'as la moitié de l'équipe qui a renouvelé, donc ça le fait pas forcément. Après je pense quand même qu'ils ont une très bonne académie, qu'ils ont quand même des bons joueurs, donc je pense pas qu'ils vont rester là. Pour moi c'est pas mal quand même de les affronter maintenant parce que du coup ils sont pas encore à 100%, ils se cherchent encore, ils vont avoir la pression. Nous on va jouer sans pression, ça c'est hyper important aussi. Ils vont avoir la pression de pas perdre devant leur public parce que là s'ils perdent, je sais pas trop quel va être comment les supporters du Matmut, on peut le Matmut c'est quoi déjà leur stade? Du Groupama Stadium. Du Groupama Stadium, c'est ça. Je me perds entre toutes les assurances là, je sais plus. Du Groupama Stadium vont réagir quoi. Heureusement que Le Mans n'est plus en Ligue 2, en Ligue 1. Moi je suis resté à Gerland. Mais voilà quoi. Donc en tout cas j'ai hâte d'y être parce que ça risque d'être vraiment électrique pour eux quoi. Bon Théophile, à Lyon c'est la merde, mais pourquoi c'est la merde?
Oula, vous êtes prêts à aller jusqu'à minuit, 4 heures du matin, là? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas de souci, vas-y. Mais dans les grandes lignes. Non, dans les grandes lignes. C'est pas le bon moment de prendre Lyon parce que on sait jamais. Il va peut-être y avoir un électrochoc vu que Laurent Blanc a sauté cet après-midi et qu'a priori ce sera un autre entraîneur sur le banc dimanche. Alors là, c'est un trio de trois de l'intérieur du club, on va dire, qui a pris les rênes. Mais de ce que j'entends, ce sera Gennaro Gattuso qui serait le favori pour prendre pour devenir entraîneur de l'OL. La succession, ouais. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, ça révèle pas mal de choses parce que notre ami John Textor, qui est donc le nouveau président de l'OL, a l'air de tout faire avec un mauvais timing. C'est-à-dire au début, il dit on va vendre aucun jeune parce que l'Olympique Lyonnais est de retour. Bon, du coup, il y a sanction de la DNCG et après, il y a vente de Barcola et de Loukeba parce que visiblement, ils auraient demandé à partir. Bon. Alors Loukeba peut-être, Barcola n'a pas demandé à partir, c'est son nouvel agent, le fameux Jorge Mendes là, qui a tout fait pour qu'il parte, pour empocher une petite somme d'argent au passage. Et ça c'est le problème, c'est qu'on a entrouvert la porte à Lyon à Jorge Mendes, qui ensuite a imposé un joueur, un ailier portugais de Chelsea à Lyon dans les dernières heures du mercato, sans que personne ne sache qui c'est. Mais voilà, ça s'est fait parce que la relation Mendes-Textor. Et là, visiblement, Lyon va prendre Gennaro Gattuso, qui a été proposé par Jorge Mendes. Donc en bref, il n'y a aucune direction sportive dans ce club-là. Et je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler en fait. Parce que Gennaro Gattuso, il n'a jamais eu de bons résultats où il est passé. Et l'Olympique Lyonnais a besoin on va dire, de confiance et de constance. Parce que quand on regarde l'effectif de cette équipe, on peut se dire qu'il y a quand même mieux à faire que dernier de Ligue 1. Et dans les matchs, la défaite contre Strasbourg, c'était cataclysmique. La défaite contre Montpellier, j'ai rarement vu un Olympique Lyonnais aussi faible. Le match nul contre Nice, c'était l'un des pires matchs de la Ligue 1 de ces toutes dernières années. Et la défaite contre Paris, Lyon prend 4 buts et Paris n'a jamais couru dans ce match-là. Ils ont marché tout le match. Donc c'est vraiment extrêmement inquiétant le niveau. Donc non, c'est pas le bon moment pour prendre Lyon parce qu'on ne sait jamais un électrochoc, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce club-là. Mais sinon, on va dire de manière générale, oui, c'est le bon moment pour prendre Lyon. Je ne sais pas qui Lyon peut battre en ce moment. Si je peux vite fait, vite fait. Vite fait. Non, mais en fait, pour répondre à Théophile, je suis d'accord avec lui. Après, c'est vraiment qui tout double. C'est soit ça passe, soit ça casse pour eux. Clairement, c'est soit ils prennent une branlée, soit il y a un électrochoc. C'est comme ça que ça se passe. Bravo. Une branlée, je vois pas le mettre. Franchement, c'est possible. Hein. Ah ouais, franchement, je les ai vus jouer l'année dernière, déjà, c'était catastrophique. Cette année, sans Barcola. Non, mais après, bon, on n'est pas le PSG. Enfin, bon, après, on a Nabil Ali, oui, hein, quand même. Oui. Je voudrais entendre l'avis d'un professionnel d'une radio locale. Greg, tu crois qu'on peut réaliser un grand exploit là-bas? En vrai, je pense que si on gagne là-bas dimanche dans le contexte actuel, ce sera pas un exploit, ce sera limite pas un juste retour des choses, mais ce sera limite logique puisque Lyon c'est cataclysmique depuis le début de la saison. Théophile, le match contre Nice, déjà bravo parce que t'es allé au bout, mais quel enfer! C'était dur. Failli me défenestrer plusieurs fois. Contre le PSG, c'était risible. Et puis les images avec les supporters, avec le capot des Bad Bones qui prend à partie les joueurs et tout, ce sont des images. Mais là, dans leur tête, effectivement, s'ils gagnent pas contre le HAC, le petit promu, à mon avis, comme ils nous voient là-bas, ils vont se faire jeter des trucs sur le terrain. Enfin, c'est pour ça que dans leur tête, en fait, ça va être très très compliqué puisque s'ils gagnent pas, ils vont avoir des problèmes et s'ils gagnent. Ce sera, vu l'effectif qu'ils ont, j'aurais dire que ce sera quasiment presque logique parce que quand tu vois comment il s'appelle ce joueur que j'aime beaucoup là, Cherki. Moi, j'adore un joueur comme Cherki et je comprends pas qu'il soit encore à Olympique Lyonnais. Alors après, le fait que Laurent Blanc soit parti, peut-être que ça va leur créer un électrochoc. Après, je suis pas sûr que Gattuso ce soit effectivement la bonne solution parce que je pense que ça a été le pire entraîneur de Naples, par exemple, où ça a été le jeu le plus pourri
proposer l'équipe italienne. Donc effectivement, c'est à double tranchant, mais s'il faut résumer, je pense que là, c'est vraiment le bon moment pour aller taper Lyon et peut-être pour les enfoncer encore plus et leur mettre la tête sous l'eau, même si je souhaite pas ça à l'Olympique Lyonnais puisque c'est le club que supporte ma femme, donc j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais ouais, je pense que là, en tout début de saison, pour moi, il y a aucun moment pour taper Lyon parce que ils sont au-dessus de fait en fait. Sauf que là, avec Laurent Blanc qui part, avec le bordel qu'il peut y avoir au club, le fait que nous, comme ça a déjà été dit, on est dans une bonne phase. Je pense que ouais, c'est le bon moment pour aller à Lyon là. Et en plus, si je peux rajouter quelque chose, là, Il faut lever la main comme Gilles. Ah ouais, excuse-moi. Juste 2 secondes. Cherki et Le Penant ont joué aujourd'hui là contre la Slovénie, donc peut-être aussi pas sûr qu'ils soient titulaires contre nous. En tout cas, Cherki. Alors ça, Gilles, vas-y, tu lèves la main. Ce serait bien, c'est de faire un petit scénario comme on a pu faire à Montpellier, un petit but à la 5e minute, comme ça foutrait bien le bazar lyonnais avec une pression qui là peut-être serait compliquée. Et puis il faut dire oui, ils sont supérieurs apparemment, mais en fait les courbes sont bien en train de se croiser et il y a peut-être, et je pense que oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais bon, il y a la Casette en face, donc on fera attention quand même. Mais il y a peut-être une belle cote à mettre. S'il y a petite 10 balles à mettre sur le hack dans un vrai pari CSC, faut les mettre là. C'est à ce moment-là qu'il faut peut-être les mettre. Parce que la cote va être belle, mais il y a peut-être une chance de récupérer la mise. Je suis totalement d'accord. Hein. Si on veut gagner de l'argent, c'est maintenant. Et juste pour ajouter ce que tu as dit, Gilles, au niveau du scénario, je pense que Théophile va dire la même chose que moi pour les avoir suivis l'année dernière toute la saison. Je pense pas que ce soit une bonne chose de marquer d'entrée de jeu parce que Lyon est une équipe à réaction et si on a du mal, si on marque d'entrée et qu'on a du mal derrière, on va se faire punir. Oui, sauf que là, justement, avec la pression que les Bad Guns leur ont mis après leur fessée contre le PSG, imagine que ça commence à se passer mal face au Petit Havre, ça peut partir en vrille en tribune, et en bas, je pense que si ça commence à presser, peut-être que les jeunes Lyonnais vont pas comprendre ce qui leur arrive. C'est dans ce sens-là que je disais que le scénario, peut-être que si on le prend d'emblée en marquant vite, c'est comme ça que tu pourras peut-être justement réussir à les faire tilter et ensuite on puisse placer une ou deux banderilles en contre, ça nous irait bien. Eh ben, Gilles, tu vas garder la main puisque il est temps de parler du défi Gilles. Je l'ai appelé comme ça tout simplement. Tu nous avais annoncé au début que si le hack aurait 6 points à la fin du mois de septembre et qu'il fallait qu'on arrête d'être optimiste car on tomberait d'eau. 606. J'avais dit 606 pour être exact. Au 12 septembre et avant le déplacement à Lyon, et donc il manque au 11 septembre, pardon. Il manque 2 points au hack pour te faire mentir. Alors, on va y arriver ou pas à réaliser ton défi ou pas? Ah non, j'ose espérer qu'il va sauter et même j'espère qu'il sera définitivement inatteignable dimanche sur les coups de 23h. Hein. Si on est à 8 points au bout de 5 matchs, ça me va bien. Disons que reprenons un peu les faits, c'est qu'en fait on a pris des points là où je pensais qu'on n'en prendrait pas et inversement. Faire une défaite sur les 4 premiers matchs pour un promu c'est bien et on est peut-être parti parce que vu que tu es à Lyon mais qu'ensuite au match suivant tu as aussi Clermont qui lui aussi est un petit peu dans l'école, qui a un peu de mal à prendre des points, profitons-en. Nous on s'est tout de suite mis au niveau et on a des circonstances qui font que en plus tu es en France, c'est-à-dire après le scénario à Montpellier où où tu mènes rapidement, tu prends les 2 buts de suite et tu vas quand même aller gagner. Ensuite à Rennes, je pense qu'on était peu au bout de 20 minutes à se dire on va se prendre une volée comme Metz a pris 2 semaines avant et au final on voyait le 3e et on sait que s'il y a 3 c'est pas 3 c'est 4 c'est 5 et ensuite tout va bien et que là sur un match comme ça tu réussis encore une fois à aller rechercher le match nul en étant en plus à 10 contre 11 pendant 20 minutes à la fin avec Desmas qui te fait l'arrêt de fou à la fin qui te permet de sauver le point. Mais en fait, à partir du moment, l'équipe, en fait, en mentalité, ils vont se dire, mais en fait, on est indestructible, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et la conclusion de toute la bonne dynamique que tu as eue, tu l'as eu contre Lorient. Parce que contre Lorient, en fait, tu as juste fait que valoriser les bons trucs que tu avais fait au début, mais que tu n'avais pas pu concrétiser.
Et oui, bah dans ces conditions-là, bah tu gagnes du temps, ça va plus vite, et puis tu sens bien que l'équipe continue sur sa lancée. Alors si en plus si ça veut rigoler à Lyon et que derrière tu réussis à embrayer sur Clermont, bah ouais, tant mieux. Bah on prend les points. Et justement, on va pas tarder, on va glisser vers la conclusion, mais juste avant, JC, toi aussi, tu as un défi depuis le début de la saison. Tu annonces qu'il faudrait 37 points pour se 37. maintenir en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Ouais, et au fur et à mesure, tu nous fais le décompte. Donc là, il nous manque 32 points. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta prédiction? Ouais, alors 37 points, ça vient de quoi? C'est juste une. J'ai regardé là, durant cet été les classements de L1 à 18, donc du 97-98 à la saison 2001-2002. Et en fait, la moyenne sur ces 5 saisons, la moyenne des points du 15e, donc le premier tour relégable, c'est 37 points. Je suis pas sûr. C'est JC depuis sa cave, là, j'ai l'impression quand même. JC, t'as tourné dans ton placard. Aïe. Reviens avec nous. Donc, je disais que c'était la moyenne sur les 5 saisons de L1. Donc, ça va être notre fil rouge de la saison. Donc là, pour l'instant, on est dans les clous, clairement. Donc, c'est très, très bien. Il faut qu'on se poursuive. Et surtout, voilà, il y a le match de Lyon dimanche. Et surtout, il y a le match de Clermont-Ferrand dimanche prochain qui est très, très, très important. Là, c'est carrément un match à 6 points. Ça marche. Cher Romain, on va glisser vers la conclusion. Oui, tout à fait. Bah déjà, on va remercier Greg et Théophile d'avoir participé au Space. Merci messieurs. Et donc on rappelle Théophile le lundi soir à 18h30, si je dis pas de bêtises, dans Bienvenue au club. Et Greg du mardi au vendredi dans 100% foot. Alors c'est 18h15, Greg? Ouais, c'est exactement. C'est ça. Et oui, bah Guillaume, comme d'habitude, à toi l'honneur. Ouais, j'ai rien préparé pour une fois, mais on s'en fout. Merci Greg et Théophile d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Merci à vous pour l'invitation. Et je voulais juste aussi signaler un truc, c'est que aussi le Havre, on en parle aussi en Ligue 1 cette année, et ça aussi ça va compter. C'est en tribune avec les Hack fans, avec les Barbarians qui font vraiment un super. Alors, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais vraiment vous faites vraiment un super boulot les gars, et je suis sûr qu'à Lyon, même si le déplacement a pas pu se faire pour des raisons indépendantes de votre volonté, mais parce que la LFP évidemment a merdé sur les dates et tout ça, mais je suis sûr qu'il y aura du Havrais pour mettre de l'ambiance au Groupama Stadium ce week-end, et franchement bravo pour tout le taf qui a été extraordinaire l'année dernière et qui est encore une fois extraordinaire cette année. C'est une super dédicace pour tous les supporters. C'est vrai que c'était énorme. Et déjà à Montpellier, la première journée, ils étaient déjà en grand nombre. À Rennes, ils ont fait énormément de bruit. On a fait énormément de bruit parce que on a eu la chance d'y aller avec Romain et d'autres, Clément entre autres. Et c'était exceptionnel. Ils font un taf super. Et pour animer le stade Océane aussi, le COP O, ils nous ont envoyé un capot en COP O pour essayer de dynamiser tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment un travail extraordinaire. Donc je te rejoins là-dessus, Greg. C'était vraiment top, et on est sûr qu'on va avoir des sacrées ambiances à Océane et dans les parcages toute cette saison en Ligue 1. Donc super clin d'œil, Greg. Super clin d'œil. Donc merci à tous d'avoir écouté ce space. J'espère qu'il vous plaira autant que il nous a plu à le préparer. On se retrouve dans 15 jours avec un numéro spécial féminine, cher Romain, c'est ça? C'est exactement ça, tout à fait. Yes. Pour leur reprise de championnat. Voilà, exactement. Et elles affrontent Lyon aussi pour commencer, ouais. Ça va être énorme, et donc on parlera foot féminin avec nos invités. Donc on vous les annoncera très bientôt. En tout cas, je sais pas vous, mais j'ai très très hâte d'être à dimanche et d'assister à ce match contre Lyon. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, et allez le Hack. Salut. Merci, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut à tous. Salut tout le monde.